Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Presse de la Cité, présentent Les collèges fantômes de Jean Daillon, interprété par Laurent Charpentier. Première partie. Le complot du grand prieur. Le mardi 22 juillet 1625, jour de la Sainte Marie-Madeleine. Peut-être était-ce à cause du jour de la fête de leur sainte patronne, mais les drôlesses n'avaient jamais été aussi nombreuses ce soir-là, devant l'abreuvoir Mâcon, bien qu'il fût près de minuit, et que depuis le XIVe siècle, leur présence ait été interdite en ce lieu après 10 heures du soir, sous peine de 20 sols d'amende. Quelques bourgeois venus s'encanailler étaient également présents, faisant du tapage par des rires et des chants. Ce n'était pas le cas de Charles Girardin, qui restait dans l'ombre d'une porte cochère, afin qu'on ne le vît pas. Il était rongé d'impatience et d'inquiétude, comme à chaque fois. Girardin était vendeur de vin et garde juré de ce corps, c'est-à-dire chargé d'en faire observer les règlements. Il alimentait en tonneaux et barriques la plupart des cabarets de la rue Saint-Jacques, et surtout les collèges. Diable, chaque homme buvant 2 pintes de vin par jour, il fallait en faire entrer des futailles dans Paris. Mais les affaires étaient dures, surtout à cause des impôts, car à Paris le vin était la marchandise la plus taxée. L'imagination des surintendants des finances à ce sujet se montrait sans limite, et le vin était soumis à toutes sortes de contributions. Ainsi, des droits de vente étaient-ils prélevés quand le grossiste vendait au tavernier, et des droits d'entrée quand les barriques pénétraient dans la capitale. Les premiers, le droit de gros, représentaient le 20e, soit 1 sol par livre. Il s'ajoutait donc au 8e propre à la vente en cabaret, qui atteignait 7 livres par muit. Quant aux taxes d'entrée, elles étaient nombreuses, variables selon le mode de transport, et pouvaient atteindre jusqu'à 17 livres par muit, sans compter le gros d'entrée assis sur les vins que les marchands faisaient venir pour la revente. Sachant qu'un muit de vin de 300 pintes de Paris se vendait 65 livres, grande était pour les marchands de vin la tentation de frauder. Mais ce n'était pas si facile, car les contrôles étaient nombreux et tatillons. Plusieurs offices s'en chargeaient, comme les commissaires aux gros ou les commissaires aux caves, ces derniers étant chargés de vérification, et en particulier de la visite des celliers des marchands. Sont comptées la police du Châtelet et celle du bureau de ville pour les voituriers sur eau. Pour survivre et s'enrichir quand même un peu, corruption et tromperie étaient donc nécessaires. Chaque marchand de vin utilisait sa méthode. La plus courante, mais non dénuée de risque, était de graisser la patte des contrôleurs. Une autre consistait à s'entendre avec un noble, un bourgeois, ou une communauté religieuse, des catégories exemptées de droits à payer quand il s'agissait du vin de leur vigne, réservé à leur usage personnel. Cependant, il ne pouvait s'agir que de faibles quantités. Girardin pratiquait une autre recette. Il faisait venir de temps en temps une barque, contenant 4 à 6 futailles d'un demi-muit, qui accostait la nuit au-delà du port Saint-Bernard, sur une portion de la rive toujours encombrée de bois. 2 ou 3 gueux qu'il avait engagés, et à qui il confiait sa charrette et ses mules, récupéraient sa marchandise et la lui portaient à l'abreuvoir Mâcon. Là, avec le garçon qui lui servait d'apprenti, il transportait les futailles dans un cellier que personne ne connaissait, à l'abri donc des contrôleurs. Évidemment, il restait la possibilité que ces miséreux le volent, mais en réalité ce risque était des plus réduits, car maître Girardin ne payait ses besogneux qu'à la livraison, et s'ils avaient imaginé ne pas venir, ils n'auraient su que faire de leurs marchandises. C'était donc une entreprise où Girardin était toujours gagnant. Au pire, les gueux seraient pris et condamnés au pilori, mais ne le connaissant pas, ils ne pouvaient le dénoncer. Dans une telle malaventure, le marchand perdrait seulement sa charrette et ses mules. Un dommage important, certes, mais un négociant ne doit-il pas prendre des risques? Voilà pourquoi, ce soir-là, Girardin se trouvait à l'abreuvoir Mâcon. Il attendait son chariot.
qui, si tout se passait bien, arriverait depuis la rue Saint-Victor et la rue Galande, plein de futailles, de bon vin. Il conduirait ensuite le véhicule à l'endroit où il entreposait ses barils, entrés en fraude. En effet, il aurait été impossible de les ranger dans son propre cellier de la rue Saint-Étienne-des-Grès, où les visites des commissaires au vin ou des contrôleurs étaient fréquentes. Dans les jours à venir, en revendant ces futailles discrètement, il ferait un bénéfice de 60 livres, au détriment des taxes. L'attente se prolongeait, inexplicable, et les paltonnières sans clients commençaient à se disperser. Maintenant, Girardin songeait avec un brin d'inquiétude aux 2 drôles qu'il avait engagés. Et s'ils ne revenaient pas? La perte de la cargaison, de sa charrette et de ses mules lui coûterait quelque 300 livres. Certes, il vivait dans l'aisance, avec une maison de 2 étages à porte cochère, cour, remise et cave qu'il avait payé 15 000 livres, une vigne et une maison à Montmartre qui en valait presque autant, et un mobilier de qualité qui dépassait certainement les 10 000 écus. Mais une perte de 300 livres, ce ne serait pas rien, car il ne possédait quasiment pas de liquidité pour ses dépenses courantes, sans compter qu'il devrait racheter un chariot et des mules. Afin de faire face, il serait peut-être contraint de revendre quelques pièces de son argenterie, ou alors le siège qu'il avait acheté 3 ans plus tôt pour assister à la messe à l'église des Jacobins. Minuit sonna. Pourquoi n'arrivait-il pas? Il eut une pensée pour son apprenti, mort d'une fièvre quarte au printemps, un garçon de confiance dont il regrettait surtout l'habileté à déplacer de lourdes barriques. Il fallait qu'il engage 1 ou 2 gaillards au plus vite, car impossible de transporter seul des tonneaux pleins. Pourquoi ne pas garder les 2 gueux qu'il avait envoyés au port? Évidemment, le moine défroqué lui avait fait l'effet d'être un frappard, et son compère n'était qu'un maraud, mais dans son métier, des coquins de cette espèce pouvaient se révéler utiles, tant qu'ils restaient loyaux et discrets. « Maître Girardin !» chuchota dans la nuit une voix à l'accent italien. Le marchand sortit de l'ombre, reconnaissant celui qui s'appelait Bernardo Bianchi. « Mon chariot !» murmura-t-il avec angoisse. « Frère Jacques vient d'être tué, mon maître. Il faut filer !» expliqua la voix frémissante. « Les archers sont sur mes traces. La police est partout dans le quartier. » « Par là !» ordonna Girardin en indiquant la rue de la Harpe. En même temps, il se félicitait de sa prudence. Au début de son trafic, il attendait son chariot place Maubert, mais il s'était rendu compte que si la barque était surprise par les archers, les forces de l'ordre arriveraient immédiatement par la rue Saint-Victor et le quai de la Tournelle, et qu'il n'aurait alors aucun moyen pour fuir. À l'abreuvoir Mâcon, loin du lieu de débarquement, il avait toujours le loisir de s'éclipser. Dans la rue obscure, il se pressa en suivant le revers afin d'éviter les boues et les déjections amassées au milieu de la voie, Bianchi sur ses talons. Girardin brûlait d'envie d'en savoir plus, mais il était dangereux de parler par ici, où on pouvait les entendre. En même temps, il songeait à la fâcheuse perte qu'il venait de faire. Heureusement que la police n'avait aucune raison de le soupçonner. Il tourna vers la place de la Sorbonne, s'engagea dans une traverse et fila par la rue des Cordiers qui débouchait dans la rue Saint-Jacques. On y voyait goutte, mais il connaissait ce chemin par cœur. Il s'arrêta ensuite au pied du mur du couvent des Jacobins, où personne ne pouvait l'entendre. « Raconte !» souffla-t-il. « On attendait à l'endroit convenu, monsieur. Votre charrette était bien dissimulée derrière les tas de grumes, et je suis resté à monter la garde. Il n'y avait personne de louche, je vous le jure. J'ai vu la barque accoster, frère Jacques a donné le mot au marinier. Il lui passait la corde afin de tirer l'embarcation, quand a surgi une meute d'archers, de sergents et d'exans, nous ordonnant de nous rendre. Les bateliers ont tenté de reprendre le fleuve, mais des coups de mousquet ont éclaté. L'un des nôtres est tombé. Frère Jacques a été touché. J'ai filé sans demander mon reste. » Comment les gens du Châtelet pouvaient-ils savoir? S'interrogea le marchand de vin. Surveillait-il l'endroit depuis des jours? Bien possible. Il savait que Raoul le Vilain, l'exempt du commissaire Pommier, l'un des 4 commissaires au Châtelet du quartier, posait beaucoup de questions dans les cabarets et avait réalisé plusieurs perquisitions. Il se disait que le lieutenant civil, Nicolas Bailleul, avait exigé que cessent les fraudes sur le vin. « Es-tu certain que ton ami est mort ? » « J'en sais rien, monsieur.
Mais la balle de mousquet qu'il a pris l'a fait tomber dans la rivière et le courant l'a emporté. » Visage crispé, Girardin souhaita de tout cœur le trépas du défroqué. Même si frère Jacques ne savait quasiment rien sur lui, sa mort garantirait son silence. Il tentait de se remémorer ce qu'il lui avait dit quand le gueux poursuivit d'un ton suppliant « Je ne sais où aller, monsieur. Les 3 entonnoirs sont fermés à cette heure. Puis-je loger chez vous? Une écurie fera mon affaire. Si je passe la nuit dehors, je serai dépouillé, ou pire. » Le marchand de vin hésita, mais il allait avoir besoin de quelqu'un. Alors pourquoi pas ce Bianchi? « Entendu, reste avec moi. Mais si tu me trahis, je te ferai pendre. Je suis bourgeois de Paris et garde juré des marchands de vin, alors fais attention à toi. » Il savait la menace vaine, car faire arrêter le maraud serait se condamner lui-même. Mais cet Italien n'était qu'une coque fredouille, et il avalait certainement tout ce qu'on lui disait. « Je vous serai fidèle, monsieur, je le jure sur les saints évangiles.